Bonjour, bienvenue aux notes de bas de page du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je suis François Corriveau, avocat auprès du commissaire. Aujourd'hui, on discute d'un sujet passionnant, la collaboration entre les différentes institutions qui ont une mission de préserver la démocratie à travers l'éthique et la déontologie parlementaire. Pour en discuter, j'ai avec moi Ariane Mignolet, la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, et nous recevons deux invités qui, eux aussi, partagent cette mission, M. Mario Dion et M. Pierre Legault, qui sont respectivement commissaires au conflit d'intérêts et à l'éthique. C'est le cas de M. Dion, qui doit appliquer à la fois la loi sur les conflits d'intérêts du Parlement fédéral et le code régissant les conflits d'intérêts des députés, donc qui sera responsable de l'éthique qui s'applique aux membres de la Chambre des communes du Canada. Et M. Legault est, quant à lui, conseiller sénatorial en éthique. Il va appliquer le code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs. Donc, vous comprendrez que ça s'applique aux membres de la Chambre haute du Parlement du Canada. Donc, Ariane, messieurs, bonjour, bienvenue aux notes de bas de page. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de la collaboration entre les institutions. On va, pour ce faire, parler de deux organisations de collaboration, notamment le Réseau canadien en matière de conflits d'intérêts. Il est aussi connu sous son nom anglais de Canadian Conflict of Interest Network, ou CCOIN, l'acronyme anglophone. On parlera du réseau canadien ici. Et le Réseau francophone d'éthique et de déontologie parlementaire, qui est un organisme international qui regroupe différentes institutions francophones d'éthique et de déontologie dans le contexte parlementaire, vous l'aurez compris. Donc, la collaboration, c'est quelque chose de particulièrement important et auquel le commissaire à l'éthique et à la déontologie souhaite collaborer. Ariane, c'est une des choses dont tu te soucies de façon importante. Merci François pour cette introduction et j'en profite pour remercier vraiment mes collègues Mario et Pierre d'avoir accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur et je pense que la présence de mes deux collègues l'illustre, cette collaboration. On est tous les trois plus ou moins, à peu de choses près, avons été nommés dans les mêmes eaux. On a à peu près plus ou moins une expérience qui se ressemblent dans nos postes respectifs. Et dès le départ, la collaboration s'est installée très aisément. Et donc, je suis ravie aujourd'hui d'aborder, de pouvoir parler de ces deux réseaux qui sont très importants et qui facilitent, je pense, nos actions au quotidien, ces échanges et cette possibilité de développer nos échanges. Et donc voilà, donc moi, en commençant vraiment, je suis ravie. Puis on se lance là-dedans. Peut-être, j'aimerais ça, Mario, que tu puisses nous expliquer un petit peu les origines du réseau canadien, parce que c'est peut-être, je pense peut-être c'est bon de souligner que c'est quand même toi, c'est ton organisation qui s'occupe de soutenir ce réseau en quelque sorte, là, sur le plan administratif notamment. Fait que, je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot. En fait, le réseau remonte à 1992, bientôt 30 ans, en fait. Et c'était à l'initiative d'un commissaire territorial en matière de conflit d'intérêts, qui était M. Ted Hughes. M. Hughes, donc, a réussi à convaincre quelques collègues, je ne me souviens pas combien. Ça a commencé en 92. Comme toute chose, c'était embryonnaire d'abord, ça a évolué en quelque chose de plus grand. Maintenant, au Canada, peu de gens savent probablement que toutes les juridictions au Canada ont un commissaire ou une commissaire qui fait à peu près le travail qu'on fait. Il y a des variations au niveau des mandats, évidemment, mais le fond, les points communs sont tous, le dénominateur commun est là. Donc, les 14 juridictions au Canada ont un commissaire à l'éthique et au conflit d'intérêts. Des fois simplement en matière parlementaire, des fois ça déborde aussi, comme c'est le cas dans le cas du gouvernement fédéral, où j'ai un double rôle à l'égard tant des parlementaires que des titulaires de charges publiques principaux et autres.
Et le réseau, c'est quelque chose qui est informel. On essaie le plus possible. Ce que j'ai compris depuis que j'ai joint le réseau, il y a 3 ans et demi, c'est qu'il y a un véritable effort de garder les choses informelles, de ne pas bureaucratiser inutilement. Je pense que le but visé, c'est de trouver les questions d'intérêt commun, d'en discuter avec candeur. On a beaucoup d'intérêts communs. On a également des choses qui sont très différentes d'une juridiction à l'autre. Donc, il faut garder à l'esprit, il faut que ce soit d'intérêt commun, ce qu'on veut discuter, présenter à la table lors de nos réunions qui, récemment, avaient lieu à tous les ans. Il y avait une réunion dans une des capitales provinciales ou territoriales ou la capitale fédérale. Et on avait un ordre du jour, mais pas du tout. Il y avait un effort réel pour ne pas rendre ça bureaucratique. Et moi, je trouve ça très intéressant que ce soit comme ça. On vise la candeur. C'est des discussions qui sont confidentielles. On ne discute pas de cas particuliers, pas du tout. On discute de questions. D'issues, comme on dirait à Seacoin. Et non pas de dossiers, évidemment. Il saurait être question de parler de dossiers, sauf lorsque, évidemment, une enquête est terminée, un rapport a été déposé. Là, on peut évidemment présenter les conclusions de notre rapport et s'en tenir évidemment à ce qui est dans le rapport, etc. Mais en règle générale, c'est ça. Toutes les juridictions, il y a un sentiment, moi quand je vais là, j'ai le sentiment que toutes les juridictions se sentent égales. On est des partenaires égaux. Il n'y a pas de hiérarchie informelle, je ne pense pas. Il y a une hiérarchie basée sur l'expertise. Il y a des gens autour de la table qui ont plus d'expertise que d'autres. Et je pense que naturellement, on commence à comprendre ce sont qui ces personnes-là qui ont plus d'expertise. Fait que c'est très, très bien ce réseau-là. Avec la pandémie, on a adapté le modèle. On aura eu des visioconférences aux 6 mois, qui sont beaucoup plus courtes que les réunions en personne, qui, elles, duraient une journée et demie, je pense, qui était la formule consacrée. Il y avait un côté social qui était très agréable, qui va peut-être reprendre aussi. Mais on s'en tient, la visioconférence, c'est 2 ou 3 heures. On fait à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas le côté social. Et il n'y a pas le côté réseautage aussi qui est intéressant. On est un peu plus. C'est comme dans les réunions Zoom, il y a peu de place au réseautage bilatéral. C'est toujours multilatéral. Tout se passe en plénière, en fait. Donc, c'est le bureau, comme disait Ariane, mon bureau fournit le soutien administratif. C'est-à-dire, ce qu'on fait en pratique, c'est étant donné qu'on n'a plus de ressources, en toute proportion gardée, que la plupart des autres juridictions, on a la capacité, j'ai 1 ou 2 personnes qui, à temps partiel, est capable de recevoir, par exemple, quand le commissaire ou la commissaire de la Colombie-Britannique prépare un rapport, il nous envoie une copie. Et nous, on fait traduire ce rapport-là lorsqu'il n'est pas déjà traduit. Il y a des juridictions où c'est fait dans les 2 langues officielles, il y en a d'autres où ça ne l'est pas. On fait traduire et on diffuse le rapport à l'ensemble des membres du réseau canadien pour que si un jour le collègue en Nouvelle-Écosse a traité de la même question qui était question dans ce rapport-là, il saura ou elle saura qu'il y a un rapport il y a 2 ou 3 ans qui a été fait à l'autre bout du pays, en Colombie-Britannique. C'est ce qu'on fait. On tient aussi un répertoire de questions de législation. En fait. On essaie de voir quelles sont les différences entre les diverses législations d'une juridiction à l'autre. Toutes sortes de choses comme ça c'est toujours dans le domaine professionnel, l'expertise en matière de conflit d'intérêts, diffuser les choses qui semblent d'être d'intérêt commun, mais de façon informelle et dans le respect aussi des différences culturelles qui existent au sein des juridictions. Il y a beaucoup, tantôt, mes collègues vont parler du réseau où il y a beaucoup, beaucoup de différences culturelles au sein du membership, mais même à l'intérieur du Canada, évidemment, il y a de grandes différences au niveau de la façon de faire, de concevoir le travail en matière d'éthique entre l'Alberta, l'Ontario, le Québec et le fédéral. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont différentes. Il faut toujours respecter ça aussi. Il n'y a pas un seul modèle. En fait, il y a 13 modèles. Il y a des gens qui ont des plus gros volumes, il y a des gens qui ont des difficultés plus grandes à rencontrer. Il y en a d'autres, c'est un travail à temps partiel. Il y en a d'autres, comme chez mon bureau, moi, 50 personnes. Il y a d'autres juridictions où il y a 3 personnes. Quand on compare des pommes et des oranges, ben, on a un point d'intérêt commun. La question des conflits d'intérêts, l'indépendance. On parle souvent d'indépendance, d'objectivité. On parle beaucoup de questions aussi comme comment communiquer.
comment éduquer tant les gens qui sont soumis aux règles que le public en général. On a eu des rencontres bilatérales aussi, ça n'exclut pas les rencontres bilatérales. On a, comme dans tous les forums fédéraux provinciaux auxquels j'ai participé au cours de ma carrière, il y a toujours la difficile question de la langue qui se pose. Il y a des juridictions où il n'y a aucune capacité bilingue qui existe. Donc, les réunions se déroulent principalement, c'est-à-dire à 90% en anglais. Et ce sera probablement toujours comme ça. On a une fois, on a eu la traduction simultanée, l'interprétation simultanée, mais c'est très lourd. Mais je pense que plus, je m'excuse Mario, je pense que plus qu'une fois, on a eu depuis 3 ans, je pense, l'orientation prise, c'est que il y aura toujours une traduction, seulement on est tombé en pandémie et puis c'est ça. L'interprétation simultanée qui est mieux que rien, là, mais qui Oh, quand même alourdit un peu les échanges. La prochaine rencontre en personne, ce sera au plus tôt à l'automne 2022. On verra ce qu'on va faire. Prochaine rencontre, septembre 2021, virtuellement. Et à tous les 6 mois, jusqu'à ce qu'on reprenne les rencontres en personne. Ça nous permet de connaître les collègues aussi. C'est-à-dire que si dans un dossier particulier, on pense qu'on aurait intérêt à discuter sans jamais dévoiler évidemment de détails confidentiels, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, ça nous permet d'avoir brisé la glace avec David Wake en Ontario, avec le collègue au Manitoba que j'aurais jamais rencontré s'il n'y avait pas eu le réseau, etc., etc. Donc, c'est un excellent moyen d'établir notre propre réseau, en fait, de gens qu'on voudrait consulter dans certaines circonstances. Parce qu'il y a quand même... excuse-moi, Ariane, je te laisse aller. François. J'allais dire, il y a quand même beaucoup de nuances. Pour les gens qui nous écoutent aussi, les gens souvent ont la perception qu'il y a des règles uniformes qui existent en matière notamment d'éthique parlementaire, ce qui n'est pas le cas. Vous le disiez, M. Dion, il y a 14 juridictions avec des règles qui sont spécifiques, qui vont s'entrecroiser. Il y a aussi des contextes différents. Dans votre cas, c'est les élus et les titulaires de charges publiques. Pour M. Legault, c'est les sénateurs qui ont un autre contexte là, dans lequel ils évoluent. Mais il y a à la fois ces distinctions-là, il y a aussi des choses sur lesquelles vous vous entrecoupez là, dans les différents débats, enjeux et questions auxquels vous êtes confrontés. Absolument, mais je pense qu'il faut mettre de l'avant. Je pense que c'est très important, effectivement, on représente des réalités toutes différentes, puis je dirais, elles sont au sein de ces 14 juridictions. Mais comme l'a dit Mario, le point central, le point commun, c'est qu'il y a une personne indépendante qui s'occupe de faire appliquer ces règles. C'est peut-être un des éléments, si je peux faire du pouce un peu là-dessus, c'est un des éléments qui distingue peut-être ce réseau canadien de l'autre réseau dont on parle aujourd'hui, le réseau francophone d'éthique et de déontologie parlementaire, qui, lui, à la différence du réseau canadien, est un nouveau réseau, donc il n'est pas aussi établi, mais sa caractéristique principale, je dirais, c'est qu'il regroupe des juridictions, donc ce n'est pas seulement au Canada, évidemment, c'est un réseau francophone, donc à travers le monde, et il regroupe des réalités, mais très différentes. Donc, il n'y a pas ce point central commun du réseau canadien, une personne indépendante. Il y a les membres du réseau francophone peuvent être comme nous, des commissaires au conflit d'intérêts, des personnes indépendantes nommées par l'Assemblée nationale pour s'occuper de ces questions, mais parfois ça peut être un groupe de parlementaires, ça peut être un comité parlementaire, ça peut être l'Assemblée elle-même, la législature qui est chargée d'administrer. Donc, il y a toutes sortes de réalités qui sont complètement hétéroclites et qui en font un réseau bien particulier, là. Donc, ça me permet, c'est ça, d'introduire ce réseau-là, comme je l'ai dit, qui est quand même très récent. Il a vu le jour, donc, en 2019 officiellement, si je ne me trompe. Pierre, je m'adresse à Pierre parce que Pierre est également membre du bureau du réseau francophone. Et donc, il est beaucoup plus récent. Moi, quand je suis entrée en poste, donc il y a 4 ans maintenant,
mon prédécesseur, donc M. Jacques Saint-Laurent, avait, de concert avec le déontologue de l'Assemblée nationale française, M. Ferdinand Mélin-Soukramanian, avait entamé des discussions, des échanges en vue pour réfléchir à la possibilité de créer ce genre de réseau de déontologues à travers l'espace francophone. Donc, vous vous imaginez bien, ce n'est pas quelque chose qui se met en branle facilement, hein, parce qu'on parle d'un réseau international. Donc, ça a pris il y a eu des échanges et quand je suis arrivée quand la successeur de M. Mélin-Soukramanian est arrivée, donc la déontologue de l'Assemblée nationale française, Mme Agnès Robleau-Troisier, est arrivée en poste, on a poursuivi ce travail-là et rapidement, on a mis en place, on a fondé un atelier, un groupe de travail dont Pierre faisait partie là, dès le départ. On a tranquillement posé les jalons là, d'un réseau. Et puis, je pense que, Pierre, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais certainement l'expérience du réseau canadien et d'autres réseaux qu'on a connus peut-être dans nos carrières respectives auparavant nous ont guidés dans ce qu'on voulait mettre en place. Oui, Ariane a tout à fait raison. Je pense que nous sommes influencés par la bonne expérience que nous avons avec le réseau canadien. Et tu as tout à fait raison de dire également qu'au niveau des structures organisationnelles, les différents commissaires et leur organisation au Canada sont semblables, mais au niveau international, c'est très, 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 très différent. Par contre, les sujets comme tels, pour parler des issues de Mario, les sujets comme tels que l'on retrouve tant au Canada, dans les provinces ou au niveau fédéral ou dans les territoires sont semblables à ceux et à ces sujets que vivent les autres juridictions internationales. Que l'on parle d'influence, par exemple, de règles d'après-mandat, de cadeaux. Ce sont tous des sujets que l'on partage tous à l'échelle planétaire, finalement. Mais on approche évidemment les différents parlements quand ils établissent leurs règles, parce que généralement, ce sont les parlementaires qui établissent leurs propres règles, adoptent évidemment des approches un peu différentes. Et c'est donc dire que nous avons des différences de règles normatives à travers le monde. Et d'une certaine façon, les attentes des citoyens à l'échelle planétaire changent constamment. Et ce qui était acceptable voilà 20 ans, voire 10 ans, n'est plus nécessairement acceptable aujourd'hui. Les attentes des citoyens sont beaucoup plus grandes maintenant envers leurs citoyens. Quelquefois, c'est peut-être né d'un certain cynisme issu de cas qu'ils ont vécus dans leurs pays respectifs, mais les deux réseaux nous permettent de partager les règles que nous avons, puis de voir ce qui fonctionne mieux dans une juridiction que dans une autre, et nous permettent ainsi de faire des recommandations aux parlementaires pour améliorer leurs propres instruments. Et c'est là, pour moi, une des grandes valeurs des deux réseaux, d'avoir ce partage d'expérience et de connaissances entre les collègues au Canada pour le réseau canadien et à l'international pour le réseau francophone. Oui, c'est tout à fait pertinent puis et enrichissant. Puis Mario, tu l'as dit, bon, depuis, puis je pense que tous les réseaux, c'est la même chose. Puis bon, depuis 1 an et demi, tout s'est fait quasiment à distance. Bon, on a perdu cet aspect de réseautage, cet aspect de contact direct. Puis ça, c'est bien dommage. Je pense qu'on a tous hâte que ça revienne. Mais c'est un élément central, que ce soit dans le réseau canadien, que ce soit dans le réseau francophone, international. L'objectif, c'est ça, c'est de partager nos expériences. Je veux dire, l'éthique et la déontologie parlementaire, c'est continuellement, ça évolue constamment. On en a parlé, là, bon, ce n'est pas exclusif à ce domaine-là, mais quand même, éthique, quand on parle d'éthique, c'est les attentes de la population. Donc, chaque société évolue à travers donc les attentes de la population dans leurs représentants. Et donc, je pense que c'est Pierre qui l'a dit, ce qui est acceptable il y a peut-être 5 ans, il y a 10 ans, ne l'est plus, ne le sera plus, ce qui est maintenant ne le sera plus dans 5 ans. Et donc, la nécessité de faire de la veille et d'être
constamment au courant de ce qui se fait ailleurs, de comment on traite ces questions-là, parce que tu l'as dit, Pierre, même si les réalités, la structure des organisations, des juridictions diffère immensément, là, surtout quand on parle du réseau francophone, mais c'est les mêmes questions qui reviennent. Donc, c'est important et ça enrichit notre travail. Moi, en tout cas, je trouve ça tout à fait, que ce soit en prévention ou dans le cadre d'enquête, je veux dire, c'est rare qu'on ne se questionne pas à savoir qu'est-ce qui se fait ailleurs, comment ils traitent la question. Même quand on a quelque chose de plus ou moins établi, il faut toujours qu'on se demande, est-ce qu'il y a une autre juridiction qui a sensiblement la même règle? Est-ce qu'on peut voir un peu comment ça s'est fait? C'est le quotidien. Enfin, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, de mon côté... C'est un domaine aussi très spécialisé. Il n'y a pas beaucoup de personnes sur la planète qui sont spécialisées en questions relatives à l'éthique parlementaire. On a la chance justement de pouvoir côtoyer lors de ces réunions-là, tant au niveau domestique qu'au niveau international. Puis il y en a beaucoup parmi nous qui ne sont pas des experts. Comme moi, je suis arrivé ici il y a 3 ans et demi, je ne suis pas un expert en éthique parlementaire. Je dois apprendre. Mais j'ai la chance, justement, de côtoyer des gens qui se penchent sur ces questions-là depuis des fois 20 ans, 30 ans, etc. C'est vraiment une richesse. Puis au Canada, on est chanceux parce qu'on est à la jonction des deux aussi. Le réseau international a dans son membership aussi plusieurs provinces, sauf erreur, qui font partie de la francophonie, comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, etc. On est chanceux parce qu'on participe aux deux sphères. On peut aussi, probablement à terme, ça prend du temps, ces choses-là. Ariane a dit tantôt, on a travaillé tranquillement. Vous n'avez pas travaillé tranquillement, vous avez donné une impulsion très nette, en fait. Ce réseau-là n'existerait pas si vous n'aviez pas travaillé de la façon dont vous avez travaillé dans les derniers, 1 an et demi, 2 ans. Grande impulsion, création du réseau. Maintenant, le potentiel à terme, c'est d'influencer, justement, l'évolution. Il y a une évolution naturelle, accidentelle, qui se produit dans chaque juridiction. Accidentelle, ça veut dire au fil des incidents. Il arrive le dossier Fitzgibbon, il arrive le dossier Morneau. Ça crée une espèce d'impulsion à l'évolution. Mais on peut aussi, à terme, avec un réseau comme celui-là, on peut influencer l'évolution. On peut essayer de voir s'il y a possibilité de normaliser certaines choses. Ça n'a pas besoin d'être différent à tous les égards, tout le temps non plus. On peut conseiller les législatures, justement, sur des choses qui sont vraiment fondamentales. Donc, c'est plein de promesses, tout ça. Et le réseau francophone présente des défis plus grands, je pense, à cause encore une fois, la diversité est beaucoup plus grande entre les membres du réseau. Ça va être très intéressant de voir ça. Il y a combien de pays à l'heure actuelle, Ariane, ou de juridictions qui sont membres du réseau international? Dans mes notes, je me permets, Ariane, parce que j'ai les notes devant moi. Au moment d'enregistrer, on a 22 membres issus de 10 pays. Et le souhait, je comprends, est que ces chiffres ne fassent qu'augmenter. Donc, voilà. Peut-être, parce qu'il y a quand même 80 pays qui sont membres, États et pays qui sont membres de la francophonie, 84 la dernière fois que j'ai regardé. Donc, il y a un beau potentiel. Et Pierre, on va arrêter de dire 14 juridictions parce que Pierre, au niveau fédéral, on est 2. Ça compte pour 2. Mais je comptais les 3 territoires. Oui, on s'est fait 10 plus 3 plus 1. Ça fait 14. Mais on n'est pas 1, on est 2. Ça fait 15. Ah, bon, 15. OK. Parce que le Sénat, on est totalement... oublie souvent le Sénat, tout simplement. On oublie souvent le Sénat. Mais effectivement, Mario a juridiction sur à peu près tout au niveau fédéral, sauf les sénateurs. Sauf les sénateurs. Puis là, dans le réseau francophone, c'est le même phénomène. Il y a des endroits où il y a plus qu'une juridiction, justement. Même dans un même pays, dans une même nation, il y a plus qu'une juridiction. J'aimerais ajouter peut-être un mot sur le réseau francophone pour le décrire un petit peu plus, ou plutôt. Il est un peu issu de travaux qui sont faits par l'Association parlementaire de la francophonie. Alors, ton prédécesseur et sa contrepartie française, je pense, avaient approché et discuté de la question avec l'APF. Et celui-ci s'était enthousiasmé à l'idée d'avoir justement un réseau de déontologues qui pourrait ajouter à la discussion en matière de déontologie et d'éthique. Et même si le réseau est indépendant, est un organisme à but non lucratif indépendant, il travaille néanmoins étroitement avec l'Association parlementaire de la francophonie qui regroupe, je pense, plus de 40 pays comme tels. Ce ne sont pas nécessairement
tous les pays francophones qui sont représentés dans l'APF. Je peux faire erreur à cet égard-là. Mais bref, nous sommes là également pour donner de la formation aux parlementaires ou à des groupes de parlementaires, les aider avec leur propre code ou loi sur la déontologie et l'éthique s'ils n'en ont pas, donner de l'information, partager nos expériences, épauler les collègues dans ces pays-là. Ce sont tous des buts, en quelque sorte, du réseau francophone que nous avons créé voilà peu de temps. Ça Oui, ça prend des décennies avant de se matérialiser tout oui, ça. mais en même temps, Tellement. c'est vrai qu'il y a eu je dirais, un grand développement dans les dernières années. À partir du moment où, je dirais, octobre 2019, c'est là que s'est tenue la première Assemblée générale officielle. Donc, il y avait 9 membres fondateurs, 9 membres en règle du réseau à ce moment-là. L'année suivante, donc en novembre dernier, même si l'Assemblée s'est tenue virtuellement, on est passé à 22 directement, je pense. Donc, on a plus que doublé en un an, ce qui est effectivement un développement très rapide. Mais en même temps, ça a ses enjeux. Je veux dire, on veut se développer, mais une croissance aussi rapide avec des disparités au niveau des membres si hétéroclites. Donc, il y a des juridictions qui n'ont pas vraiment de loi en la matière, mais qui s'intéressent. On a aussi des membres observateurs, justement. Puis comme l'a dit Pierre, notre objectif, c'est vraiment de faire connaître, d'accompagner les juridictions qui souhaitent se doter, parce que maintenant, veut pas, chacun à son rythme, mais tout le monde reconnaît que pour garder la confiance des citoyens, ben, les représentants doivent adopter certaines règles de conduite. Ça va de soi. Je pense que ça, c'est rendu un acquis. Mais effectivement, il y a toutes sortes de façons d'y arriver. Donc, si ici, relativement similaire, on a tous, donc, il y a une personne indépendante qui est nommée. Ailleurs, comme je l'ai dit, il y en a qui ne sont pas nommés. Il y a des groupes de parlementaires, mais il y a aussi d'autres juridictions à l'extérieur du Parlement, mais qui ont compétences. Donc, tu l'as dit des fois, Mario, tu l'as mentionné, il y a par exemple, dans certains pays, il y a plusieurs juridictions. Par exemple, ben justement, si on prend juste la France, par exemple, il y a donc il y a le déontologue de l'Assemblée nationale, donc pour les députés. Il y a le Sénat à son propre fonctionnement, donc c'est un groupe de sénateurs. Et il y a aussi, par exemple, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est un organisme complètement à part, mais qui a compétence notamment pour recevoir les déclarations d'intérêt des titulaires de charges publiques et des élus. Donc, juste là, il y a juste en France, il y a 3 juridictions qui ont compétence sur l'éthique, la déontologie parlementaire. Donc, c'est pas évident de jumeler tout ça au sein d'un même réseau, puis on part pas avec le même niveau quand on n'a pas de loi qui prévoit ça. Je veux dire, juste pour donner un exemple, je veux dire, là, on est en train de prévoir, là, on travaille, Pierre et moi en ce moment, on prépare la prochaine Assemblée générale, donc cet automne, qui se tiendra encore en virtuel, malheureusement. Mais on est encore, et l'année dernière, c'était ça, cette année aussi, les thèmes qu'on aborde, puis le plan d'action qu'on s'est donné, on est vraiment à la base, c'est-à-dire même des définitions. Qu'est-ce qu'on entend par conflit d'intérêt? Qu'est-ce qu'on entend par cumul de fonctions? Juste ça, il faut s'entendre sur la terminologie si on veut pouvoir passer le message, informer. Il faut qu'on comprenne la même chose. Donc, c'est clair que on a beaucoup de chemin à parcourir. Donc, je dirais, il y a un gros potentiel, comme tu l'as dit, Mario, d'aller chercher d'autres membres, parce que dans la francophonie, il y a encore beaucoup de pays. Également, comme Pierre l'a mentionné, on a créé des partenariats, puis ça va nous aider aussi, tant le développement que de la formation. Mais par exemple, effectivement, tu l'as mentionné, le développement de ce réseau, Pierre, s'est fait avec la collaboration de l'APF, qui a été vraiment déterminante. Et je dirais aussi ici que ça a été porté par un membre de la commission des affaires parlementaires de l'APF qui était le représentant de l'Assemblée nationale du Québec, là, M. Jean Roussel, qui a beaucoup porté ce dossier. Et d'ailleurs, et on le remercie parce que là où on est rendu maintenant, c'est formidable. Et maintenant, on est rendu à l'étape de
d'établir un partenariat avec l'APF parce que le bassin, pas la clientèle, mais les gens qu'on cherche à rejoindre, c'est les membres de l'APF, les parlementaires de la francophonie. Mais on a aussi des partenariats avec, par exemple, le Centre parlementaire canadien. Ça, c'est plus pour développer justement un outil. On va avoir un outil, une plateforme pour faciliter les échanges, notamment les échanges qu'on a à travers le réseau, parce que, Mario, tu l'as dit, le Canada supporte administrativement, mais là, pour l'instant, le réseau francophone, il n'y a pas de... Bien, le Québec assure plus ou moins en ce moment, là, mais éventuellement, ça va grossir. Il va falloir une structure un peu plus probablement formelle que le réseau. À terme, ça risque d'être plus formel que le réseau, mais je pense que c'est nécessaire de par la disparité puis l'étalement sur la planète. On a des membres de chaque continent et donc je pense que veut pas, il y aura il y aura un formalisme qui va être nécessaire, là, qui s'instaure. Ouais, faut à l'instar de C-Coin, comme il s'appelle en anglais, il faut éviter de trop formaliser, mais il faut quand même un minimum de structure pour soutenir. La cotisation est pas mal modeste à l'heure actuelle. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se demandent comment ça coûte participer à ce réseau-là. Je pense que c'est 400 $, c'est ça? 400 $ pour le réseau francophone. Américain ou canadien, je ne me souviens pas, là, mais c'est 400 Canadien. C'est 400 $ canadiens. 400 $. Fait que il n'y a pas une juridiction qui est incapable de participer à cause de la cotisation, mais on est très limité dans ce qu'on peut faire avec 400 $ x 22. À un moment donné, ça va se poser. Là, comment, mais c'est certain, il va falloir, mais l'objectif de la cotisation, c'est vraiment, pour l'instant, c'est même pas pour assurer des besoins, je dirais, administratifs. On s'en sert simplement, pour l'instant, si on veut faire venir par exemple, des formateurs, si on veut s'adresser, c'est pour organiser pour diffuser, en fait, donc c'est vraiment pour ça qu'une cotisation a été établie mais effectivement, je ne pense pas que ce soit un frein à la Mais étant donné participation. que le Canada, les auditeurs ne savent peut-être pas non plus, il y a peut-être certains auditeurs qui ne savent pas que le Canada est le deuxième contributeur à la francophonie, après la France. Et je pense que ça serait parfaitement de bonne loi que mon bureau, ou le tien, ou les deux ensemble, on fournisse des ressources humaines, pas matérielles, mais de la force de travail pour faire de la diffusion, un peu comme on fait pour le réseau national, en fait. Moi, je me sentirais totalement à l'aise de savoir qu'il y a 10 000 $ de salaire ou 20 000 $ de salaire qui sont versés à quelqu'un qui feed le réseau, comme on dit en français. Qui essaie de créer c'est un secrétariat. À l'époque, on appelait ça un secrétariat. C'est pas compliqué. Il y avait un petit groupe de travailleurs là, qui sont là pour garder les gens au courant de ce qui se passe, en fait. Mais c'est certain que juste pour faire marcher, par exemple, un site Internet, pour transmettre les informations, organiser, ça prend des bras, ça prend... et puis, écoute, de toute façon, cette offre-là, je l'avais déjà entendue, Mario, et elle n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd, donc éventuellement, nous reparlerons. Le réseau va continuer à grandir. Pour l'instant, on a la chance d'avoir une personne dans mon équipe, Anne-Sophie Saint-Gelais-Nash, qui travaille activement et à qui on doit beaucoup pour le développement de ce réseau. Et sans qui ce ne serait pas possible. Et il faut voir ça, tu l'as dit, je pense que tu dis, je serais à l'aise de mettre temps et temps. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas voir, c'est un investissement. Ce qu'on met dans ce genre de réseau-là nous rapporte énormément et indirectement la population pour laquelle on agit. Là. Dans le cas du réseau international, il y a un aspect inégalité aussi qui existe. Parce que la francophonie est composée de beaucoup de pays du tiers-monde aussi. Donc, nos moyens sont plus grands. On doit contribuer à la hauteur de nos moyens. Moi, je suis prêt à faire ça, pas de problème. Mais je pense que c'est important, puis ça nous permet d'aborder maintenant peut-être l'aspect, ce que ça nous donne. Moi, je l'ai dit un peu tantôt, mais ces réseaux-là, c'est vraiment important dans la façon dont puis c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'énergie, notamment à développer le réseau francophone, parce que je crois fondamentalement à ce que ça nous apporte dans notre travail au quotidien. Et je dirais, je pense que tout le monde dans mon équipe, je veux dire,
je dirais la même chose, c'est-à-dire, moi, je leur demande tout le temps, à chaque question qu'on a, dès qu'on sort un tant soit peu des sentiers battus, parce que, bon, ça arrive qu'on ait à donner des conseils, des choses ça va de soi, il n'y a pas d'enjeu particulier. Mais dès qu'on sort un tout petit peu, ou que c'est nouveau comme notion, comme interprétation, ou je veux dire, c'est la première chose, c'est qu'est-ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce qu'on a fait, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs? Puis surtout pour une juridiction comme le Québec, comme moi, je veux dire, c'est récent. Le commissaire à l'éthique et à la déontologie au Québec, ça a 10 ans. Je veux dire, l'entrée en vigueur du code complète s'est faite en janvier 2012. Donc, ça fait même pas 10 ans que le code est entièrement en vigueur. Donc, on s'entend qu'il y a bien des notions, et puis le code que j'applique, comme on était la dernière province à se doter d'un commissaire à l'éthique, ben, on s'est inspiré de tout ce qui se faisait ailleurs au Canada. Donc, c'est certain que moi, je sais que dans les dispositions que j'ai à appliquer, ben, je peux dire, OK, ça, je sais que je peux contacter un autre. J'essaie de comprendre pourquoi c'est là, pourquoi on en est arrivé là. Donc, il y a le journal des débats, évidemment, mais souvent, c'est... Puis, je compte sur ces réseaux-là pour dire, bon, ben, est-ce que vous avez déjà eu ce type de situation-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez croisé? Donc, comme l'a dit Mario, on n'échange pas d'informations confidentielles, mais on peut se permettre de dire, OK, mais ce genre de dossier, toi, tu l'approcherais comment? C'est-tu dans ta loi? C'est-tu non? Mais oui, j'ai produit un rapport, j'ai fait une recommandation en ce sens. Et le réseau canadien est bien implanté, donc on le fait souvent, on le fait tous ensemble lors de ces réunions-là. On le fait par le biais de courriel. Des fois, on s'écrit entre nous, parce qu'en dehors des réunions, mais comme tu l'as dit, en bilatéral, je sais que cette disposition-là, il y a juste, par exemple, le Nouveau-Brunswick qui l'a, ou il y a juste le fédéral qui l'a, ben, je t'appelle Mario, bon, puis je regarde ce qui se fait. Mais ça se fait aussi pour le réseau francophone, puis je trouve ça le fun. Pierre, juste hier, on avait une réunion du bureau du réseau. Mais juste à ce moment-là, on a eu des échanges. Je dis, justement, je me demandais, avez-vous déjà vu ça? Donc là, on parle de juridiction ailleurs, là, à l'autre bout de la planète. Puis on se dit, oui, c'est intéressant cette façon je veux dire, et ça, c'est ça qui, pour moi, est le plus grand avantage des réseaux. C'est ce que ça peut apporter sur ce plan-là. Là. Il y a une réalité dans la vie d'un commissaire que peut-être les auditeurs ne savent pas, c'est normal qu'ils ne le savent pas non plus, c'est qu'on est pas mal seul avec nous-mêmes aussi. On a un personnel autour de nous avec qui on travaille. Mais des fois, on a des décisions lourdes de conséquences à prendre et on n'a pas grand personne à qui parler. Donc, ces réseaux-là nous permettent d'identifier justement des gens qui possèdent soit les connaissances, l'expérience ou la sagesse qu'on peut emprunter à l'occasion quand on fait face à une situation où on a besoin de parler à un collègue, entre guillemets. Mario a tout à fait raison. Nous sommes indépendants, mais nous sommes un peu comme des juges, finalement. On ne peut pas discuter de ce genre de choses avec des élus, des sénateurs, etc. Et pourtant, comme tu le mentionnes, les décisions que l'on doit prendre, quelquefois, sont lourdes de conséquences, tant sur les individus qui sont visés, par exemple, par une enquête, que les partis politiques ou même les gouvernements desquels font partie ces gens-là. Alors, la possibilité d'échanger sur une base confidentielle avec nos collègues, sans jamais divulguer d'informations particulière sur des élus ou des sénateurs, parce que, évidemment, l'information que nous obtenons nous a été donnée sous le couvert de la confidentialité, et violer cette confidentialité-là briserait un lien de confiance. Alors, c'est quelque chose que nous tenons absolument à faire respecter, mais cette possibilité de discuter avec les collègues est inestimable, finalement. Effectivement. L'indépendance, c'est un phénomène récent aussi. Tu disais tantôt 10 ans au Québec au niveau du code. 17 au fédéral. C'est quand même pas une éternité, 17 ans en termes historiques. Puis, commissaire indépendant au fédéral jusqu'en 2006-2007, on peut argumenter que c'était pas vraiment indépendant. Ça ne l'est que depuis 2007. Il y a des juridictions qui font partie du réseau francophone où c'est peut-être pas réellement indépendant. Je pense que tu en as parlé un peu. C'est pas une condition d'adhésion, en fait, d'avoir un organe indépendant. Mais c'est une condition d'adhésion, j'imagine, d'avoir un parlement. Est-ce qu'il y a des pays de la francophonie qui n'ont pas de parlement? Non, généralement, ils ont des parlements, mais par contre, je te dirais que certains pays francophones n'ont pas nécessairement de code ou de loi sur l'éthique.
Et il traite de ces questions-là de façon très différente. Par contre, certains commencent à réaliser que c'est important d'avoir une loi ou un code, d'avoir des normes en place et ne pas se fier à d'autres mécanismes. Donc, ils veulent avoir un certain formalisme. Mais dans ces pays-là, tous ne sont pas nécessairement d'accord. Alors, ça prend un certain temps, évidemment, avant d'en arriver à un instrument statutaire sur le sujet. Le fait que Il y a un c'est des pays qui me pays vient en tête, civilistes, là. le fait que c'est des Oui. pays civilistes, ça va aider un peu, j'imagine. Les pays de la francophonie sont tous des pays civilistes, sauf Ouais. erreur. Ouais. Le pays que j'avais en tête, c'est la Suisse, qui Mhm. n'a pas de code, par exemple, Mhm. pour leurs Absolument. propres raisons. Mais le code est un débat. Et parlant de débat, je pense qu'on peut voir trois grandes tendances de façon générale ou trois domaines dans lesquels les choses évoluent beaucoup. Souvent, les codes et les lois qui sont applicables tant au Canada qu'internationalement portent sur les conflits d'intérêts que l'on définit de façon traditionnelle. De plus en plus, des questions autres que les conflits d'intérêts, telles que l'éthique de façon générale, le comportement des élus et des sénateurs, au-delà des conflits d'intérêts, deviennent un plus grand enjeu. Un autre des enjeux auxquels nous avons tous dû faire face, encore une fois à l'échelle de la planète, c'est de nous adapter à la pandémie dans le fonctionnement et la livraison de notre propre mandat. Il y a un autre sujet qui est certainement en cours au Canada, et je pense on peut le voir éventuellement à l'étranger également. C'est la question du harcèlement, tant sexuel qu'autre, de la part des élus et des sénateurs. Et est-ce que ça fait partie effectivement des obligations du sénateur? Ça ne tombe pas carrément dans les conflits d'intérêts, mais c'est certainement un sujet d'actualité. Et de plus en plus, je pense qu'on verra certains de nos collègues assumer un rôle à cet égard-là. Ça s'imbriquera dans les règles auxquelles seront tenus les élus et les sénateurs de respecter. Et quand je fais en passant la mention d'élus et de sénateurs, c'est parce que les sénateurs ne sont pas élus au Canada, évidemment. Ils sont nommés par le premier ministre ou nominés par le premier ministre et nommés par le gouverneur général éventuellement. Tu as raison, Pierre, de le souligner, la question du harcèlement. Puis on l'a évoqué un petit peu plus tôt, là, cette question de notion d'éthique et de déontologie parlementaire qui évolue constamment. Ben, quand on parle de harcèlement, je veux dire, il y a quelques années, on n'en parlait pas autant. Maintenant, c'est rendu un incontournable dans l'actualité et beaucoup de parlements s'y penchent. Et donc, effectivement, certains commissaires vont se retrouver avec cette compétence-là, certainement. Et donc, ça va faire partie des enjeux futurs et des discussions futures de nos réseaux, j'en suis certaine. Et ça illustre ce besoin là, de collaboration là, qui est essentiel, je pense, à nos fonctions. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour de beaucoup d'enjeux. Je ne sais pas si... En fait, j'allais dire, parce que à vous écouter aujourd'hui, je trouve que si vos discussions, que ce soit au niveau du réseau canadien ou au réseau francophone, sont aussi stimulantes que ce qu'on a entendu aujourd'hui, juste cela illustre bien là, les bénéfices de la collaboration. Peut-être que je vous entendrai en conclusion sur si vous aviez à nommer là, l'essence de cette collaboration-là que vous vivez, que ce soit à travers le réseau canadien ou le réseau francophone, euh, le principal bénéfice pour vous, qu'est-ce que ce serait? Moi, je dirais que c'est le partage d'expérience, d'une expérience riche de chacun de mes collègues qui est essentiel au développement de mes responsabilités et puis de l'exécution de mon mandat. Je suis tout à fait Il y a d'accord. aussi, il y a aussi on n'en a pas parlé du tout, mais il y a le côté camaraderie aussi, de gens qui œuvrent dans le même secteur d'activité. Un club relativement, le mot club n'est pas populaire, mais je veux dire, peut-être un club relativement select Oui. de gens qui travaillent dans le même domaine. On a la chance de se côtoyer. Ça, en soi aussi, ça apporte de la valeur, même si ce n'est pas une transaction comme telle. C'est plutôt avoir le sentiment qu'on n'est pas seul là-dedans. Et la capacité aussi d'avoir des discussions, comme on en a là, en fait.
On en a eu autour d'une table, à un déjeuner, à un petit déjeuner, etc., etc. Une fois qu'on connaît quelqu'un, qu'on l'a identifié et qu'on a eu l'occasion de les rencontrer, ça nous donne la chance justement d'avoir un nouveau confrère, consoeur de travail, en fait, même si on Et, travaille dans des juridictions différentes. puis on a abordé, je terminerai peut-être avec ça, on a abordé justement la collaboration sur l'aspect contenu, sur l'aspect développement de ces notions, faire de la veille, mais je terminerai peut-être en disant que par le réseau canadien notamment, donc Mario, on s'est connus à travers ce réseau-là et on a fait, je veux dire, on se parle de contenu, mais en même temps, c'est pas juste ça. Mon institution est nouvelle, se développe sur le plan administratif, puis on est venu, tu nous as accueillis dans ton institution avec quelques membres de mon équipe pour regarder les aspects plus institutionnels, plus administratifs, comment se font les communications, comment se fait les outils utilisés technologiques. Et ça, c'est également super pertinent là, pour nous, pour une institution. C'est par ce réseau-là qu'on a développé, comme tu parlais tantôt, de bilatéral en quelque sorte, et on prend et ça c'est purement bénéfique là, pour l'institution. En tout cas, moi ça a changé beaucoup dans la façon que j'ai de faire les choses. Ça a éclairé. On est revenu de là et on a mis en application des choses et c'est tellement réconfortant de savoir qu'on peut prendre le téléphone, un membre de mon équipe, ça arrive en ce moment là, de développer sur le plan administratif, institutionnel, puis j'ai un membre de l'équipe qui appelle quelqu'un de chez toi et dit « Ouais, mais je voudrais reparler de tel aspect, que ce soit n'importe quoi, de la façon un outil technologique qu'on est en train de rechercher pour mieux gérer les dossiers. » C'est surtout, et ça, c'est super pertinent. Puis nous autres, juste pour clore là-dessus, on a quelqu'un qui connaît bien quelqu'un à la haute autorité que tu mentionnais tantôt en France. Et souvent, on a des domaines de collaboration avec la haute autorité. C'est à travers les personnes que la collaboration se crée. C'est pas institutionnel, c'est quelque chose de profondément humain. On rencontre quelqu'un, on l'apprécie, on devient amis, entre guillemets, dans un contexte professionnel. Et après ça, on a accès à des choses auxquelles on n'aurait pas autrement accès en termes de connaissances. Ouais. Tu as raison, c'est intimement lié à la personne qui dirige l'institution et sa vision. Parce que ça pourrait être très bien, je veux dire, on pourrait très bien des institutions dire, ben non, on travaille plus en vase clos. Puis vraiment, moi, je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec vous puis que vous partagiez cette vision de collaboration, d'échange. Puis je vous remercie beaucoup. On vous souhaite tous une bonne fin de pandémie. Espérons-le. Vous aussi. Effectivement. Je vais vous remercier à mon tour. Je pense que je n'aurais pas pu trouver une meilleure conclusion. Alors, merci d'avoir participé à notre note de bas de page aujourd'hui. Je vais référer les gens qui nous écoutent, si vous souhaitez en savoir plus, soit au site Internet du commissaire à l'éthique et à la déontologie, celui du commissariat au conflit d'intérêts et au conseiller sénatorial en éthique. Pour ceux qui seraient intéressés à avoir un peu plus d'informations sur les deux réseaux dont on a discuté, le site web du commissaire au conflit d'intérêts héberge une page pour ce qui est du réseau canadien et vous avez le site Internet du réseau francophone au rfedp.org. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter nos pages, n'hésitez pas à suivre les médias sociaux de toutes les personnes dont nous avons parlé aujourd'hui et avec qui nous avons parlé aujourd'hui. Je vais vous remercier d'avoir écouté nos notes de bas de page. Bonne journée et à la prochaine note de bas de page.